notre invité de ce matin. Je ne le présente pas, de toute façon il va se présenter tellement bien dans quelques instants. Par contre, on va demander à ces deux demoiselles qui ont la chance, les privilégiés de cette matinée, d'être aux côtés de Valentin. Vous vous présentez s'il vous plaît avec votre cursus universitaire. Allez-y. Vous occupez pas. Allez-y, les micros. Un, deux. Merci. On ouvre les micros s'il vous plaît. Donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sarah Demt, donc je suis en première année de master en management et développement de patrimoine immobilier à la CCI de Moselle et donc je suis en alternance actuellement chez Century 21 Atout Immobilier en tant que conseillère en location et développement. C'est parfait. Et vous? Bonjour, moi c'est Clara Giordano. Quelle voix! Je suis en licence chargée de gestion patrimoniale à la CCI de Metz et en alternance à l'agence immobilière Bonaparte. Bien, alors on rentre tout de suite dans le... On peut les applaudir effectivement, elles vont avoir besoin de votre soutien, elles sont un peu émues à côté de Valentin. Alors on va revenir tout de suite au point de départ. D'abord, ce que j'ai découvert, c'est que vous êtes du Grand Est de la France, vous êtes un régional de l'étape, famille alsacienne, mais implantée dans la région parisienne depuis des années. Oui, depuis 2 générations à Paris. Mais effectivement, notre nom de famille, Crête, est d'Alsace, de Strasbourg. Donc voilà, je suis très content d'être dans la région. C'est la 2e fois cette année. Donc j'espère revenir plus souvent. Et puis maintenant qu'on a notre représentante ici, à Metz, je vais être là plus souvent. Voilà. Oui, nul n'est prophète en son pays. Il y avait encore une petite zone d'ombre dans le Grand Est, parce que vu depuis Boulogne-Billancourt, vous aviez oublié que Strasbourg existait. On n'avait pas du tout oublié, mais on ne peut pas se développer comme ça en faisant n'importe quoi rapidement à tout coup. Donc non, on est allé à notre vitesse. Et puis aujourd'hui, on est là, on est très content. Et c'est sûr que voilà, on va avec le marché, on va avec les demandes. Et aujourd'hui, ça avait du sens. Donc on est là. Alors par rapport aux grandes familles de l'immobilier, vous êtes tout jeune dans l'immobilier finalement, la famille Krebs. Très jeune, la boîte a 13 ans seulement. C'est vrai que nos concurrents, pour la plupart, ont des dizaines d'années. Donc, comment vous avez atterri dans cet univers? Par hasard, mon père aime bien dire qu'il n'y connaissait rien à rien et que voilà, c'est à la force du travail, c'est sa phrase préférée. Mais il avait des fils de qualité, quoi. Et très complémentaires. De qualité, je ne sais pas, mais complémentaires, oui. Donc ça a été une des grandes forces. C'est vrai que mon grand frère était en marketing, communication, moi en école d'ingénieur, le 3e plutôt dans l'hôtellerie. Et le 4e, bon, qui est encore en alternance, mais qui nous a rejoint récemment. Donc voilà, une complémentarité qui a forcément fait une grande force chez nous. Et dans n'importe quelle entreprise, je pense que c'est ce qu'il faut rechercher en priorité. Et d'emblée, vous avez misé sur le luxe ou vous avez fait vos classes par l'immobilier traditionnel? D'emblée, mon père s'est un peu planté les 2 premières années pendant la crise des subprimes. Il s'est dit, je vais démarrer l'IMO. Qu'est-ce qui fait le plus rêver? C'est sans doute de vendre des châteaux. Donc pendant la crise, pas de vente pendant 2 ans, ça a été 2 premières années très difficiles. Mais il a tellement appris qu'il s'est dit, bon voilà, je ne vais pas mettre tout à la poubelle, je vais me recentrer peut-être dans un secteur plus proche du domicile, de l'agence aujourd'hui, à Boulogne. Et puis après, petit à petit, brique par brique, en prenant des parts de marché sur les concurrents, on commence à construire et puis à prendre de la place de plus en plus dans un quartier qu'on connaît mieux. Et puis après, on se développe et on fait la même chose. Si ça marche localement, on essaye de faire la même chose ailleurs. Sur ce début de trajectoire, vous avez une question qui vous vient à l'esprit comme ça, oser dans une profession. Vous en êtes là, vous êtes en train de vous poser des questions sur l'avenir. Allez-y, décidément, le micro n'est pas ouvert. Oui, du coup, justement, nous, on débute dans le domaine de l'immobilier. Et là, une question qui me vient à l'esprit, c'est justement par rapport à... Micro au menton pour qu'on entende votre voix. Voilà. On sait qu'on est de plus en plus nombreux à s'orienter vers le domaine de l'immobilier. Donc justement, vous, quel conseil vous donneriez à un jeune professionnel qui débute et en particulier qui voudrait s'orienter vers le luxe ? Ça fait vieillir tout d'un coup quand on commence à dire quel conseil vous pouvez donner aux jeunes. J'ai 33 ans, je suis pas du tout en fin de carrière. Mais je peux faire semblant que je suis en fin de carrière, vous savez, à mon époque. Non, sans doute, ce qui nous a... Au début, on a plus travaillé que les autres et je pense que ça a été vraiment la clé. On s'est dit...
On a regardé comment les concurrents travaillaient, on a regardé quelles étaient leurs forces, leurs faiblesses, comme dans tout business, quand on monte quelque chose, on se pose autour d'une table pendant quelques jours et on essaye de faire un petit business plan, et de vraiment voir où sont les faiblesses des concurrents. Et c'est là où il faut aller. Donc on s'est dit, voilà, la plupart des agences ont des horaires de 9h à 18h, elles ne travaillent pas le week-end. Nous, on va travailler d'arrache-pied, on va closer nos deals le soir quand les agences sont fermées. En plus, c'est là où les clients ont le temps, ils rentrent du boulot. Franchement, la journée, ils sont très pris, surtout quand on monte dans le luxe. Et puis le week-end, donc voilà, donc à la force du travail, ça c'est sûr. Et encore aujourd'hui, franchement, on travaille 7 jours sur 7 presque. Donc c'est dur de temps en temps pour les familles et le rythme. Bon, après, on prend beaucoup de vacances, il faut savoir décrocher dans ce métier, sinon c'est très vite le burn-out. Donc il faut faire des pauses, vraiment, mais en dehors de ça, il faut vraiment travailler plus que les autres. Ça a été la clé. C'est un avantage de partir d'une page blanche plutôt que d'avoir à prendre en compte l'historique d'une entreprise déjà bien implantée? Non, je pense que nous, on a eu la chance de partir d'une feuille blanche tous ensemble. Donc ça a été notre force. Maintenant, on peut toujours récupérer une entreprise avec ses lacunes et toujours pareil, regarder ce que font les autres et essayer d'aller là où ils ne sont pas et de changer. Je pense qu'on peut changer très rapidement aujourd'hui si on en a envie. Le changement fait très peur à tout le monde. C'est vraiment, on le voit quand on a un changement alors j'aime pas ce mot de process, mais voilà, une façon de travailler quand on change, ça nous fait peur pendant des jours et puis après on s'y habitue et puis après ça devient tellement du positif. Donc le changement, non, c'est très important et c'est non-stop. Ce stress, il est plus important au moment du décollage à la verticale ou alors quand il s'agit de se maintenir, voire de se remettre en question et de redévelopper l'entreprise? Alors là, c'est sûr que c'est tous les jours. C'est pas parce qu'on est leader ou en force par rapport au marché et par rapport aux autres qu'il faut se reposer sur ses lacunes. Loin de là, le métier évolue tellement vite. On voit, moi quand j'ai démarré dans l'IMO il y a 10-12 ans, je vois les différences. Je pense que c'était un métier mais qui était complètement différent. Et ça peut paraître vraiment vieux quand on dit ça, mais c'est dingue. C'est pas le même métier aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et tous les 2 ans, on voit déjà le marché évolue, donc on doit être réactif de façon différente par rapport au marché. Et puis oui, la technologie, l'intelligence artificielle qui va changer, je pense, pas mal de choses. Et encore, on a de la chance dans l'immobilier, qui reste un métier humain où on va être quand même très à l'abri de tout ça. Donc voilà, donc toujours se remettre en question, quoi qu'il arrive, quelle que soit notre place, quelle que soit notre force, c'est tous les jours. Et je pense que 50% de notre énergie aujourd'hui, elle est sur la remise en question et le développement, quoi. Donc c'est vraiment ça. Ça vous inspire la remise en question parce que je vois vous opinez du chef, là, vous êtes d'accord avec tout ce que dit Valentin. Il y a quelque chose qui vous interpelle dans son propos? Prenez le micro. Non, je veux dire, moi je suis contente d'être aujourd'hui avec Valentin parce que je pense que dans l'immobilier, en tout cas actuellement, on n'a pas tellement de figures, enfin, en tout cas de personnes qui travaillent dans le luxe. Et c'est vrai qu'il est sur un marché, je dirais pas plutôt original, mais plutôt atypique, un secteur qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Donc voilà, c'est vraiment aussi appréciable d'entendre ce que lui, en tout cas, fait et comment il fait pour entrer des mandats dans son marché qui est le luxe et le prestige. Moi, j'avais par contre une autre question pour vous, Valentin. On le sait, voilà, je vous apprends rien. Le secteur immobilier en France rencontre quelques petites difficultés de par la hausse des taux d'intérêt ainsi qu'un taux d'usure défaillant. Ma question à moi aujourd'hui, Valentin, c'est est-ce que vous, qui travaillez sur le marché immobilier de luxe, est-ce que vous êtes vous aussi impacté et je dirais même confronté à cette conjoncture actuelle? Vous êtes moins vulnérable que les autres en travaillant le luxe? On est moins vulnérable, surtout sur l'ultra-luxe. Donc il y a différents créneaux, hein, le luxe, l'hyper-luxe et l'ultra-luxe. On aime bien les différencier parce que c'est sûr que ça répond à des vitesses complètement différentes et des règles de marché complètement différentes. Donc oui, on est moins impacté, mais on est quand même impacté sur le luxe classique. Quand je dis luxe classique, c'est de 500 000 à 3-4 millions d'euros. Voilà, là, on est impacté, comme tout le monde. Et c'est vrai qu'au-dessus, on est beaucoup moins impacté. On a de la chance dans tous les domaines.
Il n'y a pas que l'immobilier. Plus on monte en gamme, plus on est dans le luxe, moins on est impacté. Donc, dans la mode, dans toutes les industries. Vous parliez d'un secteur atypique. On peut parler d'une niche qui est devenue une filière. Vous êtes véritablement sur un filon porteur pour l'avenir ? Filon porteur dans quel sens ? Justement, au niveau du développement, du chiffre d'affaires et d'une certaine assurance, d'une assise que vous prenez plutôt que sur l'immobilier traditionnel qui subit vraiment les revers de la crise. Oui, et je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé un modèle qui n'existait pas dans le luxe. Nous, on est les seuls dans ce créneau à travailler en réseau. Donc aujourd'hui, on a la chance on est 80 dans l'équipe. Et on travaille tous ensemble, main dans la main. Donc on n'est pas du tout en franchise comme la plupart de nos concurrents qui travaillent un peu tous dans leur coin. Donc c'est vrai que plus on monte dans le luxe, plus les clients déménagent souvent. Ils ont souvent des propriétés secondaires, tertiaires. Et donc c'est bien de pouvoir les suivre partout. Et notre force aujourd'hui, c'est ça, c'est de ne pas s'arrêter à des frontières géographiques et de pouvoir les accompagner partout dans le monde, en fait. Alors voilà, les frontières géographiques, vous les avez repoussées. Oui. Vous êtes parti sagement de la France. Et aujourd'hui, on commence à vous trouver un peu partout, à l'étranger. Oui. Alors le but, c'est d'ouvrir, c'est de suivre nos clients, encore une fois, et de suivre le marché. C'est pas d'être ouvert partout dans le monde à n'importe quel prix, ça n'a aucun intérêt. Hein. Donc on suit nos clients, on suit la demande. Et petit à petit, s'il y a un marché, on ouvre des équipes. Et aujourd'hui, on est au Portugal, on est en Espagne, on a une équipe à New York depuis 6 mois là, qui commence très fort. Voilà, et c'est génial parce qu'on peut faire la navette avec les clients entre New York, Paris. On a une équipe à Bali aussi, 80% des acheteurs sont français, donc c'était très intéressant pour nous. Saint-Barth, évidemment, la destination de luxe incontournable. Et comment rentre-t-on dans la famille des Kretz ? Parce que vous dites ce sont des indépendants. Comment vous les sélectionnez ? Quels sont leurs profils ? Est-ce qu'ils sont différents des autres de l'immobilier ? On a une diversité incroyable, c'est ça qui fait notre force. Donc on a des très belles reconversions, on a des gens qui viennent de l'hôtellerie de luxe, on a des anciens avocats, franchement on a tout type de profil, c'est ça qui est extraordinaire et on les fait participer aux formations pour faire monter les compétences du groupe. Donc ça, toutes les semaines, il y a un membre du groupe qui organise, s'il veut, une formation sur un domaine très précis et ça fait monter tout le monde en compétences. Donc ça, c'est notre première force. Ou ensuite, on a des spécialistes dans certains domaines. On a la chance en France d'avoir une diversité de biens incroyable. Donc, on peut rêver par les États-Unis, les prix, quand on regarde les maisons à Los Angeles, mais on se rend compte qu'elles se ressemblent un peu toutes. Et nous, en France, on a la chance d'avoir une histoire qui est juste... voilà, je pense qu'on est le seul pays, on a une chance inouïe avec une diversité incroyable. Et donc, on peut aussi se spécialiser. On a, par exemple, des spécialistes des châteaux, on a des spécialistes des domaines viticoles. Voilà, donc on peut se spécialiser comme ça et très, très bien marcher. Donc, on a des spécialistes, des gens qui viennent de différents domaines. Et puis des professionnels de l'IMO qui veulent travailler en réseau en ouvrant leur zone géographique et pouvoir suivre leurs clients justement. Et le lien avec notre public majoritaire de ce matin, comment faites-vous pour les aider à mettre le pied à l'étrier ? Vous vous intéressez aux jeunes pousses, vous prenez des risques en proposant des contrats à des étudiantes ou des étudiants comme nous en avons ce matin ? Bien sûr. Alors, en termes de diversité, j'avais oublié les âges et les générations. C'est quand même ce qu'il y a de... Il n'y a pas que Majo dans la famille. Il n'y a pas que Majo, mais elle y participe. Donc c'est vrai que c'est comme ça qu'on a réussi dans la famille, c'est en ayant toutes les générations chez nous et en touchant toutes les générations. Donc les clients, oui, il y en a toujours un qui du même âge ou de la même génération et les jeunes, ça nous apporte énormément. On a des stagiaires aujourd'hui de 16 ans, 17 ans qui nous apprennent des choses. C'est juste incroyable. Donc ça, on n'arrêtera jamais de prendre des jeunes et encore plus, on accélérera voilà. Donc ça, c'est extraordinaire. On a même sur les réseaux sociaux, tous les 5 ans, on en a un différent. Donc il faut la personne pointue. Nous, on a la chance, nous, en famille, d'avoir la génération Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok.
Maintenant, avec Raphaël, il faudrait que je lui demande, là, à 20 ans, mais je crois qu'il y a le... Bon, il y en a plein d'autres. le truc en live, là, ça commence à bien marcher, où on se prend... Bon, enfin bref. Oui. Bon, en tout Mais cas... même les jeunes ne le savent pas. Exactement. En tout cas, c'est très important de toucher toutes les générations et évidemment les jeunes qui nous apportent une valeur qu'on n'a pas et on se sent tout de suite vieux, mais c'est vraiment c'est l'avenir de demain, quoi. Donc Valentin, là, vous avez préparé la suite de l'interview parce que là, je pense que vous allez avoir des sollicitations au sortir de cette rencontre. Alors, avec plaisir. Vous l'avez dit, vous l'avez mis en avant, la valeur travail. Donc ça, c'est fondamental. Mais il y a un point qui vous anime, c'est la valeur famille. Est-ce que vous auriez pu réussir avec des copains comme vous avez réussi avec votre famille ? On n'est pas obligé de travailler en famille pour avoir des valeurs familiales. Ça, je dis toujours. On peut avoir des vraies valeurs, des bonnes valeurs, sans forcément travailler avec son frère, son cousin, ses parents. Tout le monde ne supporte pas sa famille, donc on n'est pas obligé. Donc, en tout cas, ce qui est important, c'est les valeurs, vraiment. Les valeurs personnelles, familiales. Et puis ensuite, on peut bosser avec n'importe qui. Oui, on peut très bien réussir avec un ami. Ce qui compte et le plus important, encore une fois, c'est d'être complémentaire. N'allez pas vous associer avec quelqu'un qui vous ressemble et qui a exactement les mêmes compétences. Ça sert strictement à rien. Vous allez vous engueuler plus qu'autre chose. Et ça rassure, en fait. On le voit bien dans le monde en général. On essaye de s'associer toujours. C'est les hommes. Hein. On essaye de s'associer à des gens qui nous ressemblent, du même milieu. Ça rassure les hommes. Et en fait, ça ne fait pas du tout une force. Donc la force, c'est la diversité du groupe. Et donc, allez chercher des compétences complètement différentes chez vos associés, quels qu'ils soient, de la famille, des amis ou des inconnus d'ailleurs. Plus facile de surmonter les tensions quand on est en famille, vous vous enfermez dans une pièce et vous vous expliquez sans arrière-pensée. Quand il n'y a pas les caméras, oui. Oui. Non, c'est sûr que la chance, c'est qu'on n'est pas... ça dure pas longtemps. Donc on s'engueule très fort et puis après ça passe, ça dure 15 minutes et puis on oublie et puis de toute façon on bosse ensemble. Il y a eu des changements de cap ou des changements de stratégie qui vous ont surpris où vous étiez peut-être vous un peu en décalage et que vous avez rejoint le restant de la famille après discussion, après avoir mis sur la table la problématique ? Oui, dans une entreprise, c'est apprendre à de temps en temps défendre une idée qui n'est pas forcément la sienne. Ça c'est ce qui est le plus compliqué. Donc à partir du moment où le groupe prend une décision, même si ce n'est pas la nôtre forcément, on la défend parce qu'on ne peut pas aller dans des directions différentes au sein même d'une même boîte. Donc ça c'est très important, il faut aller jusqu'au bout de l'idée. Peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'elle est mauvaise et dans ces cas-là on prendra des directions différentes. Mais vraiment si tout le monde n'a pas la même direction avec le même but, on ne peut pas y arriver. On court dans des directions différentes, ça ne sert à rien et justement on se fatigue, on perd du temps. Donc oui, on a des positions très différentes, heureusement, on n'est pas des clones. Mais en tout cas, on arrive toujours à trancher et puis on vote, hein, comme tout le monde. C'est à la majorité. Ouais. Des questions sur ce que vous venez d'entendre. Si vous deviez rejoindre le réseau de la famille Kretz, quels seraient les arguments ? Alors là, vous allez passer votre bachelor. Quels seraient les arguments que vous mettriez en avant pour dire, voilà, moi je sors de ma formation, mais je peux vous amener un grand coup de fraîcheur parce que j'ai des idées pour travailler dans le luxe. Qui veut prendre le micro ? Allez-y. Voilà, je pense que déjà, rien qu'en sortant du diplôme fraîchement, on aura peut-être déjà de nouvelles connaissances juridiques, en tout cas actuelles, même si je pense qu'ils les ont, mais bon, on peut toujours leur donner un petit coup de pouce. Toujours rêver. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, c'est ça. Nous, c'est de 8h à 17h, donc peut-être qu'on en a un peu plus. Mais voilà, et puis je pense que c'est vraiment, comme il l'a dit, ça se ressent à travers les images et puis ce qu'il nous dit, c'est vraiment cet esprit familial, comme certaines, en tout cas moi, l'agence où je suis en alternance, cet esprit famille qui fait fonctionner la chose et qui fait, je trouve, vraiment génial. Voilà, c'est vraiment un très très bon point, en tout cas, je trouve, pour réussir. Ça vous impressionne, cette dimension familiale, de voir comment ça fonctionne bien ? Est-ce que vous n'aimeriez pas commencer peut-être plus discrètement dans une petite agence, vous faire les dents et après venir voir Valentin en disant
j'ai 2 ans d'expérience, je suis capable de vous apporter ça. Prenez le micro. C'est sûr que la famille Crête, c'est une source d'inspiration, hein, ça on va pas se mentir. Et puis c'est vrai que voilà, nous, en tant qu'alternants, l'avantage c'est que on allie la théorie à l'école et puis le travail aussi sur le terrain. Donc on se construit au fur et à mesure des années une expérience quand même importante. Mais c'est vrai que je pense que pour intégrer ce type d'entreprise, le plus important c'est d'avoir beaucoup d'expérience. Donc l'expérience, on est là pour l'avoir justement, on va se donner les moyens. Et peut-être un jour, avec grand plaisir, rejoindre l'agence. Allez, vous allez m'excuser de la question. Vous travaillez dans le luxe, vous rentrez de l'argent, vous avez des dividendes. Que faites-vous de votre fric? En voyage, il n'y a que ça de vrai, les voyages. Je dépense tout en voyage. Pas d'investissement? Si, un petit peu d'investissement dans la pierre, évidemment. Ça va de soi, mais en tout cas, la grande majorité, c'est en voyage, des moments en famille, avec les amis. Il n'y a que ces souvenirs-là qui restent, et le reste, franchement, n'a pas grande importance. Alors, on ne va pas y échapper ce matin, la télévision. Qu'est-ce que c'est que ce coup de folie ou ce coup de cœur? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment vous avez été amené à vous dire, pour communiquer, il faut trouver un canal personnalisé qui nous convient bien? Est-ce qu'au départ, vous étiez certain de la réussite? Non, pas du tout. C'était encore une fois un pari. Et aujourd'hui, on en est très content, mais c'est vrai que c'était risqué. Il y a eu. En fait, on s'est dit on a des concurrents qui sont tellement puissants, tellement énormes, avec une force en communication, marketing, des millions d'euros et des millions d'euros qui sont là depuis des dizaines d'années. On va essayer de trouver un moyen de parer à ça sans argent, en fait, presque. Et on s'est dit, voilà, les médias, je pense que ça peut être une très bonne idée. Donc on a commencé à rechercher chacun dans nos réseaux des contacts dans les médias. Et puis on a réussi à faire des petites apparitions à la télé dans des émissions. Et ne Vous serait-ce avez été inspiré un peu par la démarche de Stéphane Plaza, ou alors c'est totalement indépendant? Non, c'était vraiment indépendant. Et puis c'était, je pense que... Alors Plaza, ça doit faire 10 ans. Ouais. Je pense que notre première apparition à la télé, c'était à peu près en même temps. Donc on n'avait pas encore vu l'énorme succès de Plaza, c'était vraiment au tout début. Et c'est vrai que je me souviens, je suis passé dans 50 minutes inside, quelques minutes. Le lendemain, le téléphone à l'agence, c'était n'importe quoi. Ça sonnait dans tous les sens. Tout le monde voulait vendre avec nous, acheter. Donc là, on a vraiment vu la puissance des médias et de la télé. Et on s'est dit, OK, il faut trouver quelque chose. Donc on va se bouger, on va essayer de construire quelque chose de plus gros. Et c'est là où on est allé chercher une boîte de prod. Et puis on a construit ce projet beaucoup plus gros ensemble. Donc ça dure des mois. Hein. Ça a été des très hauts et des très bas. Mais en tout cas, on a réussi. Et puis au bout de 2 ans, voilà, on a monté ce projet. Et aujourd'hui, on voit la puissance des plateformes. Homme de terrain très pragmatique que vous étiez, la mutation, elle s'est fait comment? Parce que là, vous faites semblant. Hein, vous êtes en mise en scène. On va maintenant du plus jeune de la famille à Majo. Bon, c'est tout un montage imaginé par vous-même, ou alors vous avez derrière vous quelqu'un qui vous aide à l'écriture du déroulé des émissions? On a la boîte de production qui met les histoires ensemble. Mais en tout cas, on filme la réalité. J'ai toujours les clients qui viennent à l'agence, qui arrivent dans le salon, qui ont l'impression d'avoir les caméras derrière, qui se disent non mais c'est encore plus vrai qu'à la télé, quoi. C'est juste dingue. Donc on est comme on est à la télé. Je pense que c'est ça qui fait notre force, c'est d'être naturel et on n'a rien à cacher. On a nos forces, nos faiblesses. On s'engueule, on a des moments incroyables et puis voilà, on y va. Après, on filme pas tout non plus. On a des vies perso, donc. On choisit quelles histoires on veut filmer, quels clients. Les clients ont eux aussi la liberté d'être filmés ou pas, évidemment. Donc voilà, mais non, c'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Alors c'est de la réalité à la télévision, mais c'est pas de la télé-réalité pour vous, c'est plutôt une série. Vous y tenez beaucoup parce que c'est construit. Oui, et puis on s'amuse en le faisant. On s'amuse, on s'éclate, ça permet de... plein de choses, ça permet de montrer le patrimoine français, ça permet de montrer des histoires incroyables de nos clients qui sont tous
il n'y a pas une journée qui se passe sans rencontrer des histoires de famille ou des histoires personnelles incroyables. Donc ça permet de... Voilà, depuis toujours, on a voulu partager ça, nos histoires, les biens incroyables qu'on découvre. Et c'est un moyen génial de pouvoir partager ça au grand public et de ne pas garder ça pour nous. Souvent, quand j'arrive dans une propriété, je me dis, mais c'est complètement dingue que je sois le seul à pouvoir voir ça. Et aujourd'hui, j'ai cette chance, je me dis, ah bah là maintenant j'ai Netflix, je vais pouvoir le montrer à 200 millions de comptes dans le monde. Donc voilà, donc Donc on est sur la saison 4, là où vous avez terminé les 9 mois de travail, hein, une saison. Ouais, une saison, ça se tourne sur 9 mois, parce que on ne peut pas inventer les histoires, on ne peut pas inventer les clients, donc voilà, ça va, ça vient. Et puis, donc ça prend beaucoup de temps. Puis il y a pas mal de voyages, donc sur 9 mois, et puis on essaye de faire une saison tous les ans. Donc là, la prochaine arrive saison 4, ce sera la plus longue, on est en train de préparer 10 épisodes. Et ce sera sûrement pour Noël, début d'année 2024. Et cette mondialisation, ce côté international, vous ne pouviez pas vous y attendre. 35 pays, je crois, aujourd'hui, relaient le 190. Ouais, c'est incroyable, donc c'est une réussite phénoménale. Ouais, franchement, on n'en revient pas. J'étais en Mongolie l'année dernière, dans le désert de Gobi, et je me suis fait reconnaître par un nomade sous une yourte. Et là, j'ai complètement... Une yourte de luxe, j'espère. Une yourte de luxe, non. Il n'y a pas de yourte de luxe. Non, mais ils n'ont rien, mais ils ont la télé. Quoi. C'est ça qui est... D'accord. Ouais. Et là, c'est là où on se rend compte de l'impact et la puissance des plateformes aujourd'hui. C'est complètement délirant. Donc tous les jours, ça nous étonne. C'est fou. Une petite dernière en conclusion qui vous vient à l'esprit avant de vous retrouver autour d'une tasse de café pour signer votre contrat. Non. Voilà, écoutez, on va vous applaudir chaleureusement. Le premier invité de cette matinée. Merci Valentin, merci mesdemoiselles. Un petit break de 2-3 minutes pour accueillir dans quelques instants un monstre sacré du sport de haut niveau avec Olivier Crombols, qui est l'entraîneur de